on a envisagé que cette table ronde soit, qu'est-ce qu'on a dit, un petit peu inversée. C'est-à-dire que, en fait, plutôt qu'on vous parle, notamment aussi parce qu'il manque un intervenant, François Tadei, j'essaierai d'expliquer en 2 mots ce qu'il avait pensé pouvoir apporter, ou en tout cas ce qu'on espérait qu'il puisse apporter dans le débat. Donc une table ronde inversée, c'est-à-dire que plutôt qu'on est, nous on parle, et puis à la fin il y a quelques personnes qui posent des questions, voire pas des questions, des réactions, parce qu'ils n'ont pas été sur scène ou parce qu'ils avaient des choses à dire et qu'on n'a pas dites. On se donne un peu plus de temps pour avoir une interaction aussi réelle que possible, c'est-à-dire on questionne, ou vous questionnez, et puis on essaie de se répondre. Sachant que l'université, c'est un lieu de débat, et que c'est bien qu'on même si on n'a pas donné aux jeunes l'occasion de l'exprimer ce matin, là, quand ils sont venus jeter les œufs, ce qui aurait été intéressant avec la jeune chinoise. C'est une belle occasion ratée, à mon sens, d'échange sur des... nous, en tout cas, on prétend pas... Enfin, en tant que modérateur, je ne prétends pas ni rattraper ça, ni faire mieux, mais vous donner la possibilité d'enrichir les échanges qu'on va avoir, sachant que le sujet qu'on aborde, c'est un sujet sur lequel on a des choses à dire, mais c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de choses à faire, et beaucoup de questions qui se posent, bien qu'on soit en train de célébrer des années d'intelligence mises dans le goût, dans l'alimentation, à travers plein d'initiatives qui ont été prises autour des classes du goût, compte tenu des enjeux qui nous attendent sur l'alimentation, qui est un des actes les plus essentiels qu'on ait à avoir en tant qu'être humain, en tout cas dont on ne peut pas se passer, qu'on fait plusieurs fois par jour, on ne peut pas éviter, sur lesquels il se passe des choses à l'échelle à la fois très cellulaire, famille, individu, mais aussi maintenant planétaire, parce qu'on discute beaucoup des enjeux de l'alimentation, des impacts qu'il peut y avoir dans le choix alimentaire. Quelle place pourrait avoir l'intelligence là-dedans, et dans quelle mesure on ne peut pas essayer de l'éveiller, de la déployer le plus tôt possible, et donc avec les jeunes et les enfants, c'est le sujet. Donc voilà, longue préalable pour dire que c'est une question auquel on va essayer d'amener dans le débat un certain nombre d'éléments en fonction de ce que les uns et les autres ont comme expérience, que je vais présenter. Mais néanmoins, c'est une question très ouverte sur laquelle nous, très humblement, on voit ça comme une question ouverte et sur laquelle on sera ravis d'avoir un vrai échange avec la salle dans un temps un peu plus long que ce matin les gens ont pu avoir. Voilà. Donc pour aborder ce sujet, à ma droite, Agnès Mignonac, qui est diététicienne. Oui, tout à fait. Voilà, et notamment qui a beaucoup écrit, publié, et qui a une structure qui s'appelle la Table des enfants, Ouais. qui se reflète à travers un site aussi. Oui, tout à fait. Et qui a beaucoup d'expériences à la fois réflexives et de terrain avec les enfants. Et aussi, c'est intéressant, je le signale, parce qu'on a assisté beaucoup à un débat facile ce matin de diabolisation de l'industrie. Je pense que l'intelligence, c'est se poser les questions jusqu'au bout. Ouais. Voilà. Donc Agnès est pas mal intervenue avec l'industrie. Donc Voilà. voilà. Tu veux ajouter quelque chose ? Non, tu m'as très bien présenté. Alors, Geneviève Guettem, qui est maître de conférence à l'Université d'Orléans, dans une structure d'encadrement des enseignants en art plastique, hein, si je me trompe. Je peux rectifier parce que c'était... Je crois qu'il y a des sigles que j'ai oubliés sur le SMIEPSA. Voilà, vous préciserez. INSPE, voilà. Qui a eu une approche qui va nous parler de cette intrication entre une approche très ouverte et très large du développement de l'intelligence et de la relation qu'on peut avoir dans l'acte d'enseignement et avec le fait alimentaire et l'art, en fait. Et puis, donc on est une table ronde qui est rendue paritaire par l'absence de François Tadei, dont j'irai un mot, mais je vais présenter Todd Lubar. Donc Todd Lubar, il est professeur à l'université Paris-Descartes, qui devient au 1er janvier l'université de Paris. Voilà, puisqu'elle fusionne avec Diderot, professeur en psychologie. Et bon, Todd, tu compléteras, mais les deux champs qui viennent donner une cohérence à sa présence aujourd'hui ici sont, c'est un psychologue de la créativité,
et aussi un champ de recherche chez les hauts potentiels. Donc les enfants, on voudrait tous que nos enfants, enfin on croit tous des fois d'ailleurs qu'ils sont à haut potentiel, c'est pas toujours le cas. Donc est-ce qu'il y a des hauts potentiels culinaires, on l'étudiera, peut-être on en parlera un petit peu, c'est à voir. Ou en tout cas est-ce que la cuisine peut pas nous amener à développer des potentiels, qui ne sont pas ceux forcément dans les thèses de QI bien sûr, c'était une blague. Et puis donc l'absent, et je le regrette, pour ceux qui ne connaissent pas François Tadei, il a sorti un livre l'année dernière, qui sont le premier, moi, que je vous engage dans lequel tous ceux qui sont impliqués dans la pédagogie, je vous invite à aller jeter un œil ou mieux, qui s'appelle Apprendre au XXIe siècle. Il a fait, il y a une dizaine d'années, je pense qu'il corrigerait, mais un rapport à l'OCDE sur les systèmes éducatifs. Et lui, c'est un biologiste de formation. Il a beaucoup étudié les bactéries, et notamment comment les bactéries collaborent et comment elles produisent des systèmes à partir de leur mode de fonctionnement qui font qu'elles évoluent dans les milieux, donc elles s'adaptent. C'est pas une mauvaise question à se poser dans le champ éducatif, c'est ce qu'il a fait. Et ça a débouché très très concrètement après des années à la création de l'entité qu'il dirige, s'appelle le CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire, et qui a notamment une initiative que certains d'entre vous connaissent ou peut-être ont participé, qui s'appelle les Saventuriers, le même nom que l'émission de France Culture, c'est même... L'histoire est marrante, c'est à l'occasion de la rencontre avec une enseignante, une institut, qui faisait des choses qui allaient dans le sens de ce qu'il fait lui, c'est-à-dire développer les compétences de demain, que je vais rapidement résumer, et après je donnerai la parole sous forme de questions à mes invités. Cette institutrice, il l'a rencontrée lors de l'émission Saventurier, en fait. Et du coup, ça a donné, comme il l'a embauché pour chapeauter les programmes qu'il mène, et ces programmes sont des programmes d'enseignement par la recherche. Le constat de François Tadei est simple, c'est à peu près beaucoup de choses qu'on nous apprend à faire seront faites par les machines à plus ou moins brève échéance. Donc quelles sont les compétences dont on a besoin demain pour évoluer face aux environnements qu'on va rencontrer en tant qu'être humain, et donc autant les apprendre tôt. Entre autres, les compétences sont d'apprendre à apprendre, d'apprendre à coopérer, l'empathie, l'intelligence émotionnelle, et comment on apprend ça et où on apprend ça et comment on peut l'insérer dans un cadre tel qu'il est aujourd'hui éducatif. Et donc, les Saventuriers développent des projets où la démarche scientifique, enfin pas dès le berceau, parce que c'est pas, je crois qu'il y en a en école maternelle même. On a cette logique de développement de l'esprit critique, d'itération, de questionnement. Et on va au bout du projet et les notions sont intégrées au fil du temps. Donc la question que je voulais lui poser et qu'on essaiera de répondre nous, c'est est-ce qu'on ne peut pas faire de la cuisine et de l'alimentation un sujet comme ça? Donc voilà, longue introduction, désolé. Je vais commencer par une question courte, avec une réponse courte aussi, mais après on va revenir. C'est pour chacun d'entre vous, comment vous percevez le sens de cette question du lien entre l'intelligence et l'alimentation, la cuisine. Voilà, Agnès. Moi, je suis repartie sur les basiques, donc j'ai été regarder bêtement la définition de l'intelligence, et c'est la faculté de connaître et de comprendre. Et dès qu'on voit ces deux mots, on voit tout de suite comment la cuisine, eh bien, c'est bien une question à la fois de connaissance et de compréhension. Et puis, la cuisine, c'est aussi l'art d'apprêter les aliments. Et j'aime bien la notion d'art parce que ça ouvre le terrain des possibles. Et à partir du moment où ça ouvre le terrain des possibles, surtout chez les enfants qui n'ont pas encore de barrières, ils ne sont pas comme nous, où on nous a un peu formaté un univers bien organisé. L'enfant, lui, il est spontanément créatif. Il va s'essayer à plein de choses parce qu'il n'a pas justement cette sorte de butoir ou de frontière qui fait qu'on n'est plus aussi libre quand on est grand, ou du moins on le recrée de manière volontaire. Et je trouve que la cuisine, c'est une manière de lui nourrir de multiples intelligences, puisqu'on les a abordées ce matin, qui sont la géographie, l'histoire, mais ça peut être aussi les mathématiques, ça peut être aussi la géographie, voilà. Donc la cuisine, c'est un terrain de jeu fabuleux, d'expérimentation, et c'est en plus qui se partagent. D'accord, donc un point d'entrée pour de l'ouverture, oui, de la spontanéité, oui, et un sujet qui s'y prête. Okay. Exactement. Okay. Geneviève. Okay. Alors bon, c'est vrai que mes préoccupations sont surtout d'essayer d'introduire un questionnement auprès des enseignants. Les
les jeunes enseignants ou ceux qui sont déjà expérimentés. Et quand on leur parle d'intelligence, ils savent d'une certaine manière que tous les enfants sont tous intelligents. Il y a cette capacité qu'ils ont, mais à l'école, il y a une sorte de combat ou de difficulté à gérer l'écart ou la complémentarité entre la convergence, la pensée convergente et la pensée divergente. Et ces deux types de pensée, plutôt qu'intelligence, je dirais pensée, sont importantes à l'école, puisqu'il faut apprendre à respecter des règles, mais il faut savoir aussi s'en écarter. Et le rôle de l'art va être justement d'aider les enfants. Les artistes sont très très bons à s'écarter des règles. En fait, l'encouragement, enfin, ce qu'on essaie d'introduire auprès des enseignants, c'est non pas de prendre les apprentissages en disant voilà, il faut faire des mathématiques, il faut faire de l'histoire, il faut faire du français, mais faisons une recherche. Mettons-nous en démarche de réflexion et l'art peut nous aider à faire ça. Et à partir de cette démarche, on rejoint les apprentissages qu'on doit faire et en même temps on les fait de façon analytique et critique. Et les enfants vont être davantage impliqués, vont être capables de mémoriser davantage de choses. Donc c'est l'entrée en fait qu'on a tendance à travailler. Et en termes d'intelligence, je dirais que les enfants vont être capables de devenir des chercheurs, vont être capables de devenir des gens qui vont penser par eux-mêmes et utiliser à la fois les règles qu'ils connaissent et leur capacité à diverger pour atteindre leurs objectifs. Et l'alimentation est un domaine qui fait partie des domaines que les enseignants doivent aborder. Et c'est un domaine parmi d'autres pour lesquels on peut justement mettre en jeu cette pensée et ce jeu entre les différents types de pensées. D'accord. Donc là, on est à trois éléments en lien. Donc voilà. La confrontation des modes de pensée, oui. Avec l'art comme l'outil, comme levier, et quelque chose qui est l'alimentation, mais ça peut être aussi l'architecture, ça peut être aussi la poésie, ça peut être voilà. Donc Todd, ce lien entre intelligence et cuisine, alimentation. On fera peut-être le distinguo dans le débat, mais pour moi c'est intrinsèquement lié, quoi. Il n'y a pas de sujet sans mise en œuvre. Pardon, j'ai un peu la voix. Oui, il y a deux hommes, donc il y en a un absent et l'autre qui est un peu malade. Donc, oui, je vois une potentielle connexion entre intelligence et goût, cuisine, etc., alimentation. D'une part, on peut se montrer notre intelligence et au sein de l'intelligence, il n'y a pas uniquement avoir des connaissances, manier des connaissances avec expertise, mais il y a cette notion aussi de parfois inventer de nouvelles idées. Ça fait partie de notre domaine intellectuel et on appelle ça la créativité. Et donc on englobe souvent la créativité au sein du domaine cognitif intellectuel. Alors, donc, comment connecter la créativité avec le monde de l'alimentation? Soit c'est un champ de déploiement de sa créativité. On peut inventer de nouvelles recettes. Peut-être ça peut devenir une voie de métier, devenir chef ou autre chose. Ou peut-être ça peut être une manière d'exprimer sa créativité dans la vie de tous les jours, avec la famille, dans le milieu social. Donc, c'est un vecteur d'expression de sa créativité. L'autre manière, c'est de dire, par des activités culinaires, on va pouvoir développer la capacité créative. Donc, c'est un moyen qui peut engager des enfants afin de développer cette capacité créative et d'autres capacités
intellectuelle, les connaissances des cultures ou autre chose, le raisonnement, le calcul des ingrédients. Donc, dans ce cas, les activités culinaires deviennent le moyen, le véhicule vers un développement d'intelligence. Je vais juste, parce que j'ai peur d'oublier ce point, il y a dans ce que tu dis un hiatus possible entre là où on a l'habitude de voir la créativité en cuisine, c'est-à-dire les chefs, ils sont extrêmement créatifs. C'est-à-dire, moi, ce que je vis avec les écoles, c'est-à-dire, il faut qu'ils apprennent les bases, et puis la créativité, c'est après. Et puis ce dont on parle, qui est d'aller dans l'acte culinaire, même simple, ou de relation avec l'alimentation, envisager ça d'un point de vue, comme Geneviève le disait, de recherche, de questionnement, ou de créativité, comme tu le dis. Est-ce que tu pourrais réagir sur cette... Est-ce que c'est à tout âge, en gros, qu'on peut l'envisager, ou il y a des stades? En créativité, on parle de 4 variantes de créativité. Et dans le secteur culinaire, on peut voir les 4. Donc, on a la créativité dans le métier de culinaire. Créer, inventer, être chef. On peut appeler ça la créativité professionnelle. Et il se peut que certains enfants ou adolescents peuvent trouver ça une voie de métier et exprimer leur talent créatif dans ce secteur. Donc, ça c'est une première chose. Ensuite, on a les cas éminents, les grands cas de créativité. Les grands chefs. C'est toujours la créativité dans le monde professionnel. Ensuite, on a la créativité, on va dire, dans la vie de tous les jours. On peut exprimer sa créativité le week-end, ou si on est à la maison, on n'a pas tous les ingrédients selon la recette, on va inventer quelque chose, on va mettre en œuvre cette capacité qui sert dans la vie extra-professionnelle, extra-scolaire. Et ça peut procurer le plaisir de pouvoir exprimer ses idées. Et il y a le partage. Parce que socialement, d'autres gens vont regarder ce qu'on a fait et trouver ça plus ou moins original, plus ou moins adéquat, plus ou moins bon à manger. Et il y a la créativité, on dit intrapersonnelle, au sein de soi-même. Par exemple, chaque personne va créer son parcours de vie, son récit de vie. Chaque personne va peut-être, un enfant, va peut-être réinventer une idée on connaît déjà des adultes. Peut-être grâce à des activités culinaires, l'enfant va faire une découverte et va tenter quelque chose et va réaliser que quand on mélange des choses, on a quelque chose imprévu. Sauf que, on va dire, mais on connaît dans le domaine. Mais pour l'enfant, c'était un acte créatif, c'était une découverte, c'était une invention. Et ça procure un sens d'accomplissement pour l'enfant. On reviendra sur l'accomplissement notamment quand on aborde l'art, mais je voulais donner la parole à Agnès sur le troisième point que tu as évoqué, c'est-à-dire, parce que ça me semble être l'essence même de la cuisine, ça, et qu'on l'oublie parfois, c'est on a les ingrédients, ouais. C'est pas forcément prévu, oui. Et on va créer quelque chose. Alors, dans tes ateliers, oui. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est frappant tout le temps avec les enfants? Non, avec les enfants, ce qui est plaisant quand j'anime des ateliers, c'est déjà l'enthousiasme. Parce que dès qu'on propose aux enfants de faire la cuisine, j'en vois pas un qui dit non. Ils sont heureux et ils sont heureux de le faire ensemble. Alors ça, c'est dans le cadre de classe. Mais quand je parle de la relation avec les grands-parents, dès qu'il y a un partage, que ce soit intergroupe dans la classe ou dans la famille, l'enfant est heureux de faire et de faire avec. Et puis après, il va bien évidemment donner toujours un peu sa patte, parce que comme l'enfant est curieux, il va
tout au long du processus, il va poser des questions. Et donc, ça crée une interaction entre l'adulte qui va l'accompagner. Et moi, ce que j'aime bien faire quand j'anime mes ateliers, c'est faire lire la recette aux enfants. Et parce que ça fait parler du vocabulaire, ça me permet d'identifier s'ils connaissent bien l'aliment, parce que pour nous, c'est normal de connaître le nom des aliments, mais c'est vrai que pour beaucoup d'enfants, ils ne savent pas l'orthographe du mot des aliments, ni voilà, à quoi ils ressemblent dans la vraie vie, parce qu'ils ne voient que l'étape aboutie, déjà transformée. Et donc, et on en parlait quand on préparait cette conférence, mais il y avait et donc, je les fais parler quand on tombe sur un terme technique qu'ils ne connaissent pas. Un exemple tout simple, quand vous mettez dans une recette, faites un mélange homogène, ben, les enfants, ça ne leur parle pas. Donc, c'est là où on leur dit pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, et puis pourquoi ça a besoin d'être homogène. Et comme ça, dans cette démarche, il a intégré quelque chose qui sera en mesure de coopter et d'appliquer pour une autre création. Donc l'enfant, la recette, c'est vraiment, s'il y a un outil pédagogique sur lequel il est enthousiaste, c'est vraiment le faire, parce que mettre la main à la pâte, ça fait partie de l'identité de l'enfant. Et puis, moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est de voir les mimiques à la fin de la recette. C'est-à-dire que quand vous regardez les enfants, quand ils ont fait leur recette, le visage a changé. Il y a une satisfaction, il y a de l'estime, il y a du plaisir. Et ça, je trouve ça, c'est quand même une récompense importante. Ça veut dire qu'on coche des compétences qui sont légitimement et logiquement demandées dans le processus d'enseignement, à savoir langagière, comme est évoqué dans la démarche du goût ce matin, mais aussi... moi, ce que j'entends là, c'est que la recette, c'est comme un mystère à résoudre, en fait, un peu. Exactement. Parce que pour eux, c'est pas naturel de lire une recette. Ils n'ont pas tant que ça l'habitude d'en lire. Donc, quand on se trouve, parce qu'on a parlé beaucoup de l'enseignement ce matin, et en fait, quand on regarde les cours, il n'y a pas beaucoup de recettes. Et donc, souvent, quand vous discutez avec les professeurs des écoles, justement, elles aiment bien s'appuyer sur la recette pour faire passer un exercice de maths ou de choses comme ça. Mais la recette, elle n'est pas faite. Là, il y a vraiment une expérience sensorielle, et comme elle est réussie, elle va laisser une empreinte qui donnera envie de refaire. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, parce que la cuisine, on l'a dit depuis ce matin, on va la faire toute sa vie, avec des moments où on sera plus motivé que d'autres, où on sera plus enthousiaste de le faire que d'autres, mais garder pourquoi c'est important de cuisiner toute sa vie, c'est qu'on a un enjeu. Alors, je reprends ma casquette de diététicienne nutritionniste, mais on a intérêt, on souhaite se maintenir en bonne santé le plus longtemps possible, et surtout quand on sera, avec quelques années supplémentaires, un peu plus dépendant. Et vraiment, si on donne une clé gourmande, ludique, astucieuse, pétillante aux enfants, pour qu'ils bâtissent cette sensation, cette émotion gourmande, de plaisir, de partage, on peut l'inscrire très longtemps dans un projet d'alimentation. Et du coup, c'est quoi une recette réussie là? Parce que tu disais une recette... Alors, une recette réussie, il n'y a pas de notation dans les recettes. C'est une recette réussie, c'est simplement on va tout au bout, mais il n'y a pas un A, B, C ou D selon la finition. C'est pas grave. Réussi, c'est avoir été au terme et avoir ce sentiment de réussite. C'est ça une recette réussie. C'est quand en face, il y a l'émotion positive de l'enfant qui a compris qu'il était capable de le faire. On est d'accord que, je ne sais pas, dans une brigade, par exemple, professionnelle. Oui, alors là, on est plus sur... c'est un peu plus tendu comme ambiance quelquefois. De pointer ce qu'on voit de la cuisine, c'est-à-dire une exécution, une suite, un modèle exécutoire, procédural parfois, bon, quitte à ce qu'il y ait une phase créative qui soit déconnectée, le chef il a créé son plat et après on exécute, de ce qui est mis en jeu chez les enfants là, où quoi qu'ils fassent, du moment où, c'est ce que je comprends, hein, tu me corriges, du moment où ils arrivent à se reconnaître et à s'approprier à la fois la démarche et le résultat, on obtient un résultat qui éveille l'intelligence de l'enfant. Oui, c'est ça ? Tout à fait. Okay. Et ça me semble assez... Alors là, on est sur... qu'est-ce qui est en termes... alors, ça introduit... je vais juste... Des fois, je parle au nom de ce que je pense que Tadiri aurait pu dire. Un élément extrêmement important. Excusez-moi, du coup, je prends un peu plus de... Bon, je suis bavard, mais je prends un peu plus de temps qu'un animateur normal le prendrait. Il y a un point essentiel que je mettais en avant, là, c'était le droit à l'erreur. C'est-à-dire que ce qui, dans l'enseignement par la recherche, est extrêmement important et qu'on oublie en tant qu'être humain, qu'on oublie en tant que parent. Moi, les miens sont finis, malheureusement. Si j'avais su, j'aurais fait d'autrement. Le droit à l'erreur... Dans la démarche d'enseignement par la recherche, c'est la voie de progrès.
c'est la voie de progrès. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être un scientifique si on ne comprend pas que c'est uniquement par l'erreur qu'on apprend. Voilà. Je crois qu'il y a une phrase d'ailleurs de, je ne sais plus si c'est Martin Luther King, etc. Soit je ne me trompe jamais, soit je réussis, soit j'apprends. Voilà, c'est ça qui, je dois me souvenir de. Donc on est dans cette idée-là. Donc on a le champ couvre la cuisine, ce que j'entends de ce que tu dis, hein, mais je te laisse rectifier. Cette possibilité de se tromper et de réussir quand même. Et on oui. est d'accord. Voilà. Donc ça c'est fabuleux. Et alors Geneviève, on a la possibilité pour moi dans ce que tu m'as dit, d'aller plus loin. C'est-à-dire là on réussit à un niveau comportemental, mais on réussit quand même quelque chose qui se mange. Hein, on ne va pas la jeter à la poubelle. Ça va être bon. Il y en a qui vont pas aimer. On va parler aux copains, etc. Mais on peut aller plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on peut faire dans l'alimentation, c'est du sens. C'est pas juste que des nutriments, on l'incorpore, etc. Bon, je ne fais pas un cours là-dessus. Donc, dans les expériences que tu as menées, il y a cette dimension-là que je voudrais que tu évoques. Alors, en fait, je voulais aussi rebondir sur cette place du faire, parce qu'en fait, c'est à partir de ça qu'on se lance. Ce faire va servir à explorer une situation problème. Les enfants vont expérimenter, donc faire des erreurs, essayer, se tromper, revenir. Et donc, cette recherche va les amener à trouver une solution qui est complètement inattendue. L'enseignant ne sait pas, avant de commencer, comment les enfants vont ce qu'ils vont produire, même s'ils partent d'une recette de cuisine qui est écrite, il y aura forcément des déviances et qui peuvent être tout à fait intéressantes. Et on va valoriser ces déviances. C'est là-dessus qu'on va dire, là, il y a quelque chose qui intervient, et on va leur faire comprendre que, en fait, ils ont mis en jeu une nouvelle manière d'apprendre. D'accord. C'est cette. On construit de la confiance aussi. On construit de la confiance, mais aussi on travaille sur leur curiosité, et puis on introduit une pensée complexe et multifocale qui va s'élargir à des préoccupations hygiéniques, nutritionnelles, mais aussi esthétiques et éthiques. Dans la mesure où, en répondant à leurs questions, en essayant d'appliquer leurs recettes, ils vont s'amener peut-être à s'interroger sur le cru, le cuit, sur, on pourrait dire, le rôle de la science, sur les atomes, ils peuvent aussi s'interroger sur la vie et la mort, puisque les animaux, enfin voilà, les nouvelles tendances sociales avec les végétariens, mais aussi les véganes et autres. Donc il y a toutes ces dimensions qui peuvent être après, une fois qu'on a une proposition, on va l'analyser. Il y a toujours un retour réflexif et critique sur ce qui est produit. Et l'alimentation est un support magnifique pour développer des questions extrêmement larges et humaines. Cette pensée complexe, et après peut-être réagir, puis on a pas la parole à Todd, c'est pas la pensée qui est forcément développée par les discours dont on est abreuvé. Puisque face à une angoisse qu'on a tous, qui est bien connue de qu'est-ce qu'on mange, on est tenté d'absorber des injonctions. C'est bon, c'est pas bon, c'est ça qu'il faut manger, c'est ça qui est éthique de manger. L'enfant, peut-être que lui, il a plus d'ouverture et qu'on finit par l'oublier. Alors l'enfant a plus d'ouverture, mais moi ce que j'ai remarqué dans les dernières animations que j'ai faites, c'est, comme vous l'avez dit, le vegan et le végétarien, c'est la place prenante des alimentations particulières décidées par les parents au sein du foyer, et qui du coup, moi ça m'a un peu interpellée parce que c'est quand même assez récent, mais et du coup ça peut créer une sorte d'exclusion dans l'enfant, dans un partage. Là par exemple, donc on faisait une recette à base de poisson, elle était végétarienne, du coup et alors on lui a posé la question, et cette petite fille, si elle voulait bien goûter quand même, mais on sent bien qu'aujourd'hui tous ces enjeux du sang va rapporter une couche de complexité, parce que quand il y a le sang gluten, le sang lactose, alors il y a les véritables allergies alimentaires, ça. Mais il faut imaginer que quand c'est choisi par la famille et que ça peut poser un problème
au niveau du groupe qui est vécu à l'école, par exemple, ou voilà. Donc là, c'est la confrontation à des habitudes, à des savoirs, à des croyances. Et du coup, par rapport à l'intelligence, ou même, on parlait ce matin de construction du répertoire alimentaire, on voit bien comment ça va aussi orienter le répertoire, parce que l'enfant, quand les parents décident un mode végétarien, l'enfant n'est pas décisionnaire sur le choix du mode végétarien. Donc du coup, après, ça sera intéressant, parce que tout ça, c'est quand même, cette évolution, elle est assez récente, ça sera de voir à terme, est-ce qu'un enfant qui a grandi dans un environnement végétarien prendra un jour son autonomie et reprendra sa part d'intelligence pour revenir sur un mode plus classique. D'accord, donc la question c'est, est-ce que sans remettre en question ses habitudes, il peut questionner les croyances, etc. Même si c'est que pendant l'espace classe, quoi, c'est ça? Même quand c'est que dans l'espace classe. Mais du coup, on a pu en parler, on a pu échanger. Mais c'est quand même intéressant de voir aujourd'hui, parce que l'alimentation, c'est quelque chose de très complexe, on l'a vu, c'est un système quand même et qui ne cesse de se complexifier dans les thématiques, et c'est vrai que cette cacophonie ou cet enrichissement peut... L'intelligence qu'on va demander aujourd'hui des enfants sur leur capacité à raisonner va être vraiment très important pour qu'ils bâtissent, on parlait ce matin de bâtir leur devenir alimentaire, mais ça va être important dans ce sens-là. D'accord. Toi, juste peut-être te faire réagir sur... j'ai pensé au geste, enfin à l'acte, et puis cette notion de complexité. Qu'est-ce que tu dirais de l'intelligence face à la complexité et l'intelligence du geste, comme c'est un mot qu'on entend comme ça, et puis après peut-être enchaîner, nous parler des grands enjeux du 21e siècle, que je crois qu'ils sont partagés par pas mal de pays, sur les dimensions qui sont intéressantes pour développer l'éducation et une forme d'intelligence. D'accord. Je dirais que gérer la complexité ou aborder des thèmes complexes et trouver comment raisonner dans ces situations complexes, c'est, on va dire, c'est un aspect important de l'intelligence. Pour certains auteurs, c'est une sorte d'aboutissement d'une intelligence bien développée. Est-ce qu'on a besoin d'être adulte pour ça? Est-ce qu'on a besoin d'être adulte pour ça? Chacun a son propre niveau. Ce qui est complexe pour un enfant sollicite à son niveau une gestion de la complexité. Peut-être pour certains adultes, ça va être quand même pas si complexe, mais il y a des plans de niveau de complexité. Donc, en plus, certaines choses qui semblent simples pour une personne, en fait, c'est parce que la personne ne saisit pas la complexité sous-jacente. Donc, je fais juste une insiste parce que ce matin, sur l'histoire de l'orange, c'était intéressant que celui qui est capable d'appréhender la pensée complexe, c'est l'enfant, c'est pas l'adulte qui vient lui donner qu'est-ce que tu sens derrière l'orange. Lui, l'enfant, il perçoit des traces d'autre chose, il a la spontanéité de l'exprimer, il se pose pas la question s'il a la bonne réponse, il dit voilà ce que... Et c'est là que l'enjeu est là, c'est l'articulation entre l'enseignant, etc. Qu'est-ce qu'on fait de cet enfant qui comprend mieux la complexité que l'enseignant l'avait prévu, quoi. Voilà, c'est juste... En effet, dans cet exemple de ce qu'il ressent dans l'orange, pour certaines personnes, avec l'éducation, on a appris comment réduire la complexité et sortir une certaine vision simplifiée. Et donc, c'est un débat. Est-ce que c'est vraiment l'objectif principal de l'éducation? C'est de canaliser la pensée afin que tout ce qui est tellement complexe, mais finalement, on a appris, on s'est mis d'accord. On va traiter ces thèmes complexes sous un certain angle et il y aura telle réponse considérée comme la bonne réponse. Donc, toute chose
on peut argumenter dans le pour et le contre. Oui, là c'est un débat, je Voilà. pense. C'est ce qu'on se réfère à ça, oui. Mais sinon, on a aussi une notion d'intelligence que c'est pas uniquement le maniement des concepts et pouvoir en parler, mais c'est aussi une intelligence dans le faire. Les mains savent faire des choses. Le corps, une fois on a appris comment faire du vélo, le corps a une intelligence et si 20 ans plus tard quelqu'un se met sur un vélo, vous pouvez faire cette activité complexe parce que vous avez intégré un processus qui est presque un apprentissage physique. Et donc, il y a des gestes qui montrent un certain niveau d'intelligence, on va dire, corporelle ou gestuelle. Et donc, ça, c'est aussi une autre facette de l'intelligence. C'est pas que je connais des mots, je manie bien des concepts. Je vais te laisser finir sur les grandes les trucs de l'UNESCO et après on reviendra là-dessus avec Geneviève aussi parce que je pense que c'est un sujet en soi. C'est comment on voit l'intelligence autour de la cuisine. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vraiment des mots qui sont parfois antinomiques dans la perception qu'on en a. Je reviendrai dessus. D'accord. Alors, donc Laurent fait référence à ce qu'on appelle des compétences du XXIe siècle. C'est un programme éducatif qui a été élaboré par quelques think tanks, par exemple le P21.org et de nombreux ministères d'éducation de différents pays, plus que 80 pays, ont un peu adopté ce concept, le concept de compétences 21e siècle, le nouveau socle qu'il faut apprendre. OCDE a mené des études sur ces 4 compétences qui sont la pensée critique, la créativité, la collaboration, la communication. C'est un heureux hasard qu'en anglais, on appelle ça les 4 C. Parce que critical thinking, creativity, collaboration, communication. Heureux hasard que cuisine commence avec C. On s'est dit que ça pouvait être un 5e en fait en préparant. Mais la question c'est quid du 3e, c'est l'esprit critique en fait, parce que pour revenir au sujet. Et je crois qu'Agnès, après je vais inscrire dans le débordement du sujet avec l'art et peut-être parler mais juste redonner la parole à Agnès qui elle aussi a des C. Oui, non, mais moi, parce que j'avais trouvé intéressant en discutant avec chacun d'entre vous. Parce que ce qui est important, c'est de rappeler la notion de plaisir dans toute cette démarche, parce que on ne répliquera jamais que des choses qui nous apportent du plaisir. Nous sommes des êtres de plaisir, et ce qu'on disait, c'était le plaisir d'apprendre, le plaisir de faire, le plaisir de partager, et le plaisir de mémoriser. Quand je dis c'est mémoriser, c'est se rappeler le bon moment qu'on a passé à le faire et aussi à le partager. Et cette émotion-là qu'on garde longtemps, je peux interroger n'importe qui dans la salle, vous avez tous un moment d'un repas partagé qui vous a laissé quelque chose de mémorable. Et c'est parce que on veut répliquer à nouveau un moment qui nous a apporté du bonheur ou du plaisir. Moi, j'aime bien aussi une autre phrase de Jean-Michel Le Cerf, qui est nutritionniste. Il dit l'alimentation, elle a 3 vocations: se nourrir, se réunir et nous réjouir. Et tout est dit. Il y a vraiment toute cette dimension où il y a vraiment une étape fondamentale qui est centrée. Et l'enfant, ce qui est génial, c'est qu'on voit bien les 4 étapes: le plaisir de faire, d'apprendre, parce qu'il est curieux, il est hyper heureux quand on lui laisse les manettes de n'importe quel acte culinaire, même si on a un peu peur quelquefois. Après, à table, et puis après, il y a cette sorte d'émotions positives qui tout au long du parcours. Voilà, c'est parce que je faisais le lien entre ce qui émerge d'une pratique au fil des années et puis dire finalement ces dimensions importantes, partager, faire, etc., se rejoignent ce que des 80 pays avec leur think tank on peut penser. C'est drôle, c'est que en fait
là, c'était presque statistique, parce qu'ils ont demandé à chaque pays qu'est-ce qui était important, et ils ont trouvé ce point commun. C'était amusant de voir qu'il y avait ce parallèle. Alors, ce que je vais ça nous amène aussi, Geneviève, à le fait qu'on déborde dans la façon de s'intéresser à l'alimentation. Des fois, le champ, on s'ouvre, et on s'ouvre dans un endroit où l'intelligence, telle qu'on l'entend, pour moi, je fais pareil, je vais faire ce petit lien sur lequel revenir, et pas forcément, c'est pas celle qu'on valorise pas. C'est-à-dire en gros, dans les arts ou dans la cuisine, cette intelligence-là, on la valise quand on valorise un col bleu blanc rouge ou deux macarons, ou quand on intéresse Bernard Arnault. Je caricature bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que l'intelligence dans les arts ou dans la cuisine, elle est connue dans sa dimension élitiste. Et nous, ce dont on parle, enfin on va essayer de parler après d'échanger avec vous, c'est que en fait, elle est à la base même de simplement l'image sociale que renvoient ces métiers font que il faut réussir pour exister dans cette dimension d'intelligence. Et c'est tellement là que il y a des expériences qui peuvent inverser un peu cette vision très hiérarchique, très... Pour répondre, je voulais vous montrer une image. Qui correspond, en fait, c'est une expérience qui a eu lieu dans un collège de Bavay, dans les Hauts-de-France, en 2018, avec une artiste. Et quand on parlait des 4 C, et puis aussi de ces différents niveaux de se réjouir, se réunir, etc. D'une certaine manière, cette expérience montre un petit peu tout ça. Tout ça a été produit, sachant que le plaisir vient aussi de l'humour un peu sarcastique que les élèves vont développer, parce que vous voyez qu'ils ont réalisé une tourte. Alors c'est une tarte au maroilles. On est à Bavay, c'est le pays du maroilles, et l'élève en question a donc fait sa tourte, et ils ont également inscrit sur leur tourte un message. Et ce message ici dit « bon, mais pas ça ». Donc le plaisir de manger, il est présent. En même temps, il y a un questionnement sur tout ce qu'on leur dit, parce que le maroilles, c'est gras. C'est riche, ça fait grossir, cholestérol et tout ce qu'on veut, mais en même temps c'est bon. Et puis c'est aussi une identité dans ces régions-là, et c'est aussi une manière de se présenter. Vous voyez que la tourte, elle prend la place du visage, ça devient un portrait, et ces portraits ont été affichés sur les panneaux d'affichage électoraux en direction de la population. À la place des candidats, bien sûr. À la place des candidats. Donc en fait, d'une certaine manière, ça prend en plus une dimension de citoyenneté. Les élèves là deviennent des vecteurs au niveau de leur école, de leur relation avec l'enseignant, mais aussi avec leurs parents et avec la communauté sociale, la ville. Et on voit que les enfants ont un message, et que la nourriture, d'une certaine manière, rassemble tout ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est tout le questionnement. Exactement, parce que pour arriver à ces images-là, il y a évidemment eu tout un processus, parce que les messages ne sont pas arrivés tout de suite. Le choix de le mettre sur le visage, ce sont les élèves qui, peu à peu, l'ont choisi, l'ont décidé. L'artiste, dont Delphine Huguet, dont je mets le nom, qui se désigne comme designer culinaire, elle n'a été qu'une sorte de facilitateur, de guide. Elle a introduit des questions. Elle dit quel est le plat favori, on pourrait dire, de la région dont on parle dans les textes, dans les films ou autres, le maroilles, et à partir de ça, les enfants se sont appropriés cet objet, mais aussi l'ont questionné. Et ce questionnement a été très jouissif, et en même temps est très critique.
Et donc, toutes ces dimensions, elles sont présentes dans ce type d'expérimentation. Et du coup, comment je reviens là sur ma remarque tout à l'heure qui était peut-être un peu provocatrice, mais comment... parce que c'est un point important, le statut des cuisiniers, je pense, tel on le vit aujourd'hui, depuis 10 ans, de façon un peu quand même très décalée. Enfin bon, ça fait 25 ans que les chefs se sont progressivement starisés, mais il y a quand même un grand décalage entre ce que ça représente à la base dans n'importe quelle famille il y a 20 ans. Mon fils va devenir cuisinier, soit c'est parce qu'il est dans une famille de cuisiniers, soit c'est parce qu'il est en échec scolaire. Hein, je suis très caricatural. Et c'est aussi vrai du monde artistique, c'est-à-dire que tu peins, tu fais des sculptures, mais tant que tu n'as pas ton expo, t'existes pas, quoi. Est-ce que je peux me permettre de faire ce parallèle? Est-ce que vous pourriez réagir là-dessus? Et après, voir qu'est-ce qu'on perd en route, en fait, en termes d'intelligence, disons que là, c'est vrai que pour ces expériences-là, ça pose, parce qu'il y a un artiste qui vient dans la classe, comme pour les semaines du goût, où il rencontre un... Voilà. Et pour les jeunes, c'est une manière de s'interroger sur toute leur représentation par rapport à ces métiers. Bon, pour beaucoup d'enfants, un artiste, c'est vieux ou c'est mort, et c'est riche. Et là, ils voient arriver quelqu'un qui, puis souvent c'est un homme. Donc dans les représentations, on est resté au 19e siècle. Hein, et ils voient arriver quelqu'un qui va être peut-être à vélo, qui va être jeune, qui va pas du tout rouler sur l'or, et voilà, qui ne va pas être spécialement connu, qui ne va pas du tout être mort. Et ça les surprend. Et par rapport à la rencontre, un chef ou un cuisinier, il y a aussi énormément de choses qui vont être remises en question. Parce que, en effet, la notion d'échec ou de star en fait, les gens qu'ils vont rencontrer ne vont pas du tout être dans ces catégories-là. Et ça va être souvent des rencontres très, très riches, avec beaucoup d'échanges. Donc en fait, ils vont oublier un petit peu ces représentations. Et moins se projeter. Et voilà. Ils vont faire. On va être dans le dialogue. Parce qu'il y a un échange d'intelligence. Vous nous voyez venir à petits pas ou avec des gros sabots. Mais il y a une intelligence culinaire qui est absolument essentielle pour notre société, pour notre humanité même, pour notre planète. C'est de restaurer cette dimension de comprendre ce qu'on fait à manger. Et si on a quelqu'un finalement, si on a un grand chef qui vient, qui explique, on peut se projeter comme futur grand chef, faire un gros business, mais on ne sera pas un maillon qui permet de reconstruire la chaîne alimentaire, le partage, etc. La capacité à faire soi-même quelque chose qui se mange, mais en conscience des conséquences que ça a sur le marché, pour les producteurs, sur la planète, à l'autre bout du monde. Il y a pas mal de choses qui peuvent être expliquées dans les classes, qui relèvent de choses complexes, qui peuvent être appréhendées par les enfants, dans une démarche de chercheur, pour reprendre un peu c'est-à-dire que la démarche renseignement-recherche permet de poser la question de... on va s'interroger, je sais pas, sur les algues, par exemple. Les algues, oui, mais ça envahit les plages, on peut mourir, etc. Ou les Japonais, ils en ont 40 000 différentes avec des habitudes gastronomiques. Donc on peut faire un projet là-dessus qui permet de les mettre en œuvre, qui permet de les cuisiner, qui permet de découvrir des rencontres, de regarder. Ça ouvre quelque chose. Et ça peut se faire avec un cuisinier, pour rejoindre ce que tu disais, dans lequel l'enfant ne va pas se projeter comme Kylian Mbappé ou Thierry Marx, mais comme quelqu'un avec qui ils font des choses, sur lesquelles il déploie son sentiment de réussite, son intelligence, et qui a peut-être des chances même de déployer l'intelligence au niveau des parents derrière, parce qu'ils ont l'acquisition d'un savoir. Quoi. Oui. Je vous laisse réagir à ça. C'est vrai qu'ils ne vont pas rencontrer une toque. Ils vont rencontrer quelqu'un qui... C'est pas que c'est pas bien de rencontrer des tocs, mais il en faut, bien sûr. Mais d'une manière générale, avec des enfants, ça va être plus
questionnants, ils vont être plus à l'aise aussi pour s'interroger, pour s'exprimer. Voilà, c'est ça. Il y aura pas cette relation, on pourrait dire de respect, d'admiration. On va simplement, le professionnel va expliquer son plaisir, son fonctionnement, et souvent les enfants vont comprendre que eux peuvent le faire aussi. Oui. Ou comme ce matin disait le chef, pardon, oui. Et c'était intéressant parce que on a eu une diatribe anti-industrie classique dans ce genre de collègue, et puis après le chef à la fin, lui a très bien expliqué, il a dû le faire avec les enfants, que des fois c'est dans le jardin qu'il faut aller chercher le produit, des fois c'est le producteur qu'on connaît bien, et puis des fois le soi-disant méchant industriel, lui-même il a des producteurs derrière qui fait vivre et il travaille bien. Donc lui il peut dans une façon que tu dis qui n'est pas intimidante, c'est pas si le mot correspond, il peut nourrir la réflexion de l'enfant, l'amener à réfléchir de cette complexité, c'est que tout n'est pas blanc ou noir quand il s'agit d'alimentation de cuisine. Non, Oui, et puis quand on rencontre quelqu'un qui ne va pas être justement, sacralisé. La proximité qui se crée. Voilà, et il y a un travail sur... attendez, j'ai perdu un peu le fil. C'est ma faute. Mais ça va questionner, on pourrait dire, par rapport à la nourriture, au fond... Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, est-ce qu'on peut jouer avec, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, quand on leur propose de travailler avec la nourriture, d'expérimenter, de dire oui, mais on va gaspiller. Qu'est-ce qu'ils jettent, vous m'aviez dit, c'est ça. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on a le droit, est-ce que ça va être jeté, il y a une sorte de difficultés, et le cuisinier va dire oui, on peut rater d'abord, et puis en plus il y a tout un ensemble, il y a tout un processus de recyclage qui peut permettre justement de ne pas jeter. Et bon, c'est vrai que dans beaucoup d'écoles à Orléans, la mairie a donné des poules en fait à toutes les écoles maternelles. Donc en fait les choses un peu ratées, les choses ça ne finit pas à la poubelle. Ça continue dans le cycle alimentaire. Mais ils ne cuisinent pas les poules encore quand même. Pour l'instant, non. On n'est pas en circularité. Non, et elles se reproduisent, les poules, et il commence à y avoir un phénomène de surpopulation. Là, donc, tu vas réagir là-dessus, puis après on fait un dernier petit passage si vous avez des choses à réagir, et puis après passer la parole à la salle. Non, je pense que l'enfant, en plus, moi, ce que j'observe, c'est qu'il adore quand il y a quelqu'un d'extérieur qui vient. Il vit ça vraiment comme un apport supplémentaire, parce que ça casse la routine pédagogique. Et voilà, et donc il est très ouvert aussi. C'est-à-dire que c'est une période où tout d'un coup, parce qu'il sent que c'est un événement différent, particulier, il est dans une ouverture très... Et alors moi, ce que je vois aussi beaucoup ressortir dans mes ateliers, c'est la notion des origines, de quel pays je viens, mes parents, mes grands-parents, et ils sont très très fiers de dire, et ça aussi c'est très l'enfant, il est vraiment spontané, il va libérer quelque chose qu'on peut réutiliser, et il n'y a pas de barrière sociale a priori. Non, et puis il y a ce côté où effectivement les questions fusent. Heureusement que la professeure des écoles est là de temps en temps, parce que le doigt levé marche pas toujours très bien. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est les interventions extérieures, c'est aussi une bonne manière d'enrichir l'intelligence, parce qu'on apporte quelque chose avec notre personnalité, notre point de vue, les expériences qu'on va leur proposer. Et c'est aussi, moi je pense, enrichir globalement. Après, malheureusement, on intervient pas de manière assez fréquente. Donc c'est parce que ça, c'est un constat qu'on peut faire par rapport, et puis c'est comme ça que je vais donner la parole aux questionnements. C'est le regret qu'on peut avoir, c'est que quand la relation s'amorce, après on n'a plus de... Voilà.
Oui, parce que c'est un peu événementiel et sporadique. Parce que ça, c'est le constat qu'on peut faire par rapport à ce colloque et le bilan qui est en train d'être fait des goûts, c'est que tout le monde regrette qu'il n'y ait pas assez de moyens, etc. Donc la question qu'on voulait poser sur cette intelligence de la cuisine, sur laquelle on demande de réagir, c'est que est-ce qu'on n'est pas on n'est pas juste à côté de nous, à côté à la fois d'un enjeu. Je crois que ça a été dit, il y a le mot exigence qui a été prononcé ça devient une exigence de s'interroger là-dessus. Donc on a quelque chose qui est là, qui est les aliments et les façons de les mettre en œuvre, c'est simple, tout le monde le fait. On a oublié de le faire, on a vu avec les cuisinières, comme c'était les femmes, on a cessé d'apprendre, on a viré les cuisinières des écoles, et ça n'existe plus. Donc du coup, aucun homme en décision dans les ministères n'a osé remettre ça parce qu'il allait remettre les femmes au fourneau. C'est l'imaginaire, j'imagine, je caricature bien sûr. Donc, et pourtant, ce sujet est là, manger, ce sujet devient vital. Et quand on interroge pour remettre le cri dans le circuit, quand on voit les sujets qui sont traités, des fois c'est pourquoi l'escargot avance lentement, par exemple. Et ils arrivent à faire toute une année à impliquer les enfants là-dessus, au niveau science, etc. Donc nous, on a des trucs qui s'appellent les aliments, la cuisine, les plats. Il y a peut-être des problèmes logistiques, mais est-ce qu'on passe pas à côté d'un enjeu colossal, un outil et un enjeu nécessaire pour redéployer un savoir-faire alimentaire, culinaire, intergénérationnel, hein, remailler des choses qui ont été détricotées et qu'est-ce qu'on peut penser de ça, qu'est-ce qu'on peut en faire? Voilà, c'est là-dessus que je vous propose de discuter. Bonjour, je m'appelle Charlotte Courtois, je dirige une association qui sensibilise les enfants au dialogue entre les cultures. Donc je mène des ateliers dans les écoles en tant qu'intervenante ponctuelle, plus ou moins ponctuelle selon les écoles d'ailleurs. Et actuellement on travaille sur la cuisine et les traditions culinaires, c'est-à-dire qu'on travaille avec des adolescents qui font du collectage de recettes traditionnelles et qui mènent un travail de recherche pour découvrir l'origine des plats et des ingrédients et se rendre compte qu'en fait ils sont généralement le résultat de rencontres entre les peuples. Et moi, ce que je vois dans mon quotidien quand j'interviens auprès des jeunes, c'est qu'en fait, quand on parle d'intelligence, en fait, ces interventions extérieures, alors moi, c'est sur la cuisine et la diversité culturelle, mais ça peut être sur plein d'autres choses, sur l'art notamment, on se rend compte qu'il y a des élèves qui sont souvent soit en échec scolaire, soit juste exclus parce qu'ils galèrent à l'école et que d'un coup, ils se rendent compte qu'ils savent des choses et qu'ils ont des choses à partager et qu'ils ont une intelligence qui n'est pas certes dans les cases habituelles de je sais faire des maths, du calcul, je sais mémoriser des poésies, mais j'ai des choses à partager. Et ça, je pense que c'est vraiment important, cet aspect d'intelligence un peu hors cadre finalement, qu'on va apporter en tant qu'intervenant extérieur hors du parcours scolaire habituel. Donc ça, c'était un peu mon intervention. J'avais une petite question là-dessus aussi. On parlait tout à l'heure d'échecs, du fait de louper et de recommencer, que c'était comme ça qu'on apprenait. C'est très culturel ça aussi. En France, on rejette l'échec. Si on se trompe une fois, c'est fini. Mais il y a des pays où c'est pas le cas. Alors je me demandais si vous, dans vos expériences ou dans vos lectures ou dans vos relations, etc., vous aviez pu voir une différence dans cette approche de la cuisine sur la base culturelle. Est-ce que l'apprentissage de la cuisine est différent ou non? Enfin, et puis le reste de la salle, peut-être. Est-ce qu'il y a une différence dans l'apprentissage de la cuisine et la culture de l'échec? Peut-être une réponse de fait sur la culture de l'échec et le développement de l'intelligence. Je pense que ça peut être intéressant. Est-ce qu'on a des choses là-dessus? On sait que les enfants, il y a plusieurs études qui sortent du secteur culinaire, mais qui suggèrent que les enfants, comme les enfants progressent année en année à l'école, ils apprennent comment ça marche dans ce milieu. Ils apprennent ce qui donne des points et ce qu'il faut éviter. Et donc, ils deviennent de plus en plus, on va dire, allergiques aux risques. Alors, mais prendre des risques, c'est parfois, on va dire, nécessaire ou utile ou
si on cherche à être créatif, important. Et donc, on constate que des enfants jeunes qui veulent bien essayer, c'est pas grave si ça marche pas, mais quelques années plus tard, ils disent que je vais pas tenter ça, sauf si je suis quelqu'un de stupide. Donc, éviter le risque devient un attribut d'être intelligent grâce au système de récompense de notes à l'école. Moi, je dirais que j'ai pas de travaux spécifiques sur le fait du rejet de l'échec en France, parce qu'on a cet effet sur plein de domaines. Mais ce qui est sûr, c'est ce que je vois chez les enfants, c'est que plus ils commencent à cuisiner tôt, plus ils ont une dextérité qui va à une vitesse. C'est-à-dire que moi, je vois des petits bouts de chou qui, à 8 ans, déjà cuisinent de manière... et je pense que très vite, ils ont mis la main à la pâte. Moi, le meilleur conseil que je pourrais peut-être donner, c'est de mettre le plus tôt possible l'enfant à toucher, à touiller, à mélanger. Parce qu'en fait, la cuisine, même nous, on continue à apprendre. C'est un tellement long process que moi, je ne pourrais pas dire que je suis toujours pas dans un apprentissage culinaire. Il y a tellement de choses en cuisine à savoir, et puis de cuisine diverses. Mais ce que je vois des enfants, c'est qu'en tous les cas, ceux qui ont mis la main à la pâte, en tous les cas, ont beaucoup moins peur de l'échec que l'enfant qui n'y est confronté qu'occasionnellement. Moi, je fais 3 petits points pour essayer de répondre à ce que vous dites. Un, beaucoup de recettes qui sont devenues très célèbres sont liées à des échecs, des erreurs, première chose. Deuxième chose, dans l'enseignement professionnel, pour le connaître un petit peu, parce que j'ai travaillé quelques années à Ferrandi, c'est un problème, et encore eux, ils ont beaucoup de moyens, c'est un problème de coût matière, c'est-à-dire que c'est bien de se tromper, mais voilà, on a des limites de moyens. Et puis, je pense justement, si on met en vis-à-vis, c'est ça qu'on en essaie de parler, c'est pas la canalisation du système professionnel. Je pense que le droit, avant-dernier point, le droit à l'échec, effectivement en France c'est un problème, mais je crois que l'écart n'est pas aussi grand qu'on croit. C'est-à-dire qu'on croit que nous, on passe notre vie à se taper sur les doigts. Je laisserai Todd réagir là-dessus, et puis qu'il y a d'autres pays où tout est open, etc. Je crois que c'est pas aussi marqué que ça. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ça contamine, y compris la recherche, puisque la recherche, elle devient de plus en plus efficace, alors que, et dans le domaine alimentaire et culinaire, c'est pour ça qu'il faut commencer avec les enfants. On est en face d'un drame, c'est-à-dire qu'on a des recherches à court terme pour vendre des produits. Les enjeux qu'on a demain, c'est de former des cerveaux qui vont réfléchir, pas à manger, terroir c'est mieux, industrie c'est caca, ou qui vont réfléchir, ou la liste de produits machin. Je disais à Ariel, moi j'ai une mère âgée qui croit que tous les œufs c'est dangereux, quoi. Donc il y a du sel dedans aussi, ça veut dire Europe. Donc on finit par être idiot parce qu'on se refuse le droit d'être intelligent. Donc ce qui est intéressant dans la cuisine, c'est de mettre en œuvre une intelligence notionnelle, de savoir et de mise en œuvre. C'est pas les contenus qui sont importants, c'est oui, tu as un cerveau, tu le mets en œuvre et à la fin tu es content. Et donc donc c'est pas l'enseignement professionnel. L'enseignement professionnel, lui, il te dit, tu as un processus à adopter et fais-le. Mais ça change. C'est-à-dire que je pense qu'au bout d'un moment, l'espoir, c'est que pour avoir eu les jeunes cuisiniers, tout le monde a eu. Il peut pas y avoir 40 millions de 3 étoiles. Il peut pas y avoir 40 millions de restaurants à succès. Et puis à un moment donné, les jeunes qui se forment, ils ont peut-être envie aussi de contribuer aussi à un monde meilleur. Et s'ils pouvaient le faire par la cuisine, on est sûr que le monde sera meilleur grâce à eux. Donc c'est ça qu'il faut. Donc si on met ce droit à l'échec en disant ok, on va faire à manger, on va apprendre des trucs sur la bouffe, on fait ce qu'on a à faire et on verra ce qu'on obtient. Et chaque fois qu'on se trompe, on le note pour voir si on s'est vraiment trompé ou s'il faut revenir en arrière ou si on change de chemin, qu'est-ce qui se passe. À la fin, on a appris un truc, on a fait un truc, on a fait à manger, on fait un truc, on a appris que c'était comestible ou pas, mais on a contribué à améliorer la société parce qu'on part d'un point où on a des têtes qui ne sont pas déjà normées sur faut manger ça, faut pas manger ça, ça a bon goût, ça c'est sucré, ça c'est acide. Voilà, et c'est ça l'intelligence. C'est celle-là qu'il faut développer, parce que c'est celle-là qui sauvera le monde, et pas seulement par la dimension alimentaire, mais parce qu'on intégrera... Pardon, je fais une grande diatribe. Parce que j'y crois beaucoup, parce que je pense qu'on a cet outil-là. Qu'est-ce qu'on va chercher ailleurs? Ce que je veux dire, sur TADI, ils prennent les robots, ils prennent la planète, ils prennent des trucs qui sont super excitants pour les enfants, les dinosaures, mais ils peuvent aussi prendre le maroilles.
Ils peuvent aussi prendre le quinoa. Prendre le quinoa, c'est un sujet. Qu'est-ce que c'est? Ils n'en mangent plus, les Péruviens. Et on peut développer des sujets comme ça. Je vous rends la parole, pardon. Que je ne voulais pas... Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Lucille Galliot, je suis lycéenne et je suis représentante du Parlement européen des jeunes qui est une association. Et justement, on se questionnait sur le fait que l'éducation en général, on nous apprend, voilà, il y a un tel raisonnement qu'il faut avoir, tel résultat que vous devez trouver, et c'est cette réponse-là et pas une autre. Or, en cuisine, justement, il y a cette sensibilité de réussir ou non. On peut se tromper, c'est pas grave, on réessaye, on recommence jusqu'à aboutir à un bon résultat, quelque chose de convenable, et que chacun aime ce qu'il veut et n'aime pas ce qu'il ne veut pas. Et donc, à partir de là, l'enfant, il est capable d'avoir une opinion, de penser quelque chose et de se dire, d'avoir un positionnement sur le fait d'aimer ça ou pas. Dans la manière de le réaliser, il casse un peu les normes, il essaye des nouvelles choses. Et c'est aussi sa spontanéité de réagir face à une situation donnée. Par exemple, il doit faire cette recette-là, donc suivre un protocole avec des consignes à respecter, mais il manque cet ingrédient. Donc comment on fait pour réagir face à ça et pour réussir à avoir un résultat derrière? Donc il casse les normes et ça le rend responsable de ce qu'il fait, malgré la prise de risque de réussite ou non. Et dans la cuisine, il y a un deuxième point que je voulais aborder, c'est la diversité et justement la culture par rapport au fait d'aimer ou non quelque chose, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, que dans une classe, face à un tel repas ou telle recette, il y a des gens qui vont aimer, d'autres pas, face à leur tradition, ce qu'ils ont vécu, et ça rappelle chez eux un souvenir avec leurs grands-parents ou autres quand ils l'ont fait. Et donc ça nous rend sensibles à l'autre, sensibles au ressenti et au sens de la personne en face de nous. Et cette sensibilité, justement, je pense qu'elle fait partie intégrale de l'intelligence, parce qu'être intelligent, c'est être capable aussi de porter de l'attention à l'autre, de voir comment il réagit face à une situation et comment lui peut arranger cette situation, se mettre d'accord ou bien rentrer en situation de points de vue qui divergent. Et donc le questionnement sur l'autre, je pense qu'il fait partie donc de ce raisonnement que doit avoir un enfant, et donc dans sa façon de se construire pour plus tard et d'être capable de vivre en communauté et devenir un citoyen là où mon association agit, c'est le fait de pouvoir réagir face à l'autre, et je pense que ça peut passer par le biais de la cuisine, parce que c'est un moyen de s'exprimer tel que la danse, le chant, la peinture et l'art. Et donc je pense qu'à travers ça, il y a la transmission de savoir avec les intervenants autres ou même intergénérationnels de descendance. On apprend à faire telle recette avec papy et mamie, puis on a le souvenir. Et donc je pense que tout ceci, ça rentre dans le processus d'apprentissage et qui permet à l'enfant de devenir un citoyen et un adulte. Et donc là aussi était la dimension à quel âge en fait. Peut-être une chose, il n'y a pas qu'en cuisine qu'on a le droit de se tromper. En fait, on a le droit de se tromper partout, en mathématiques aussi. Et on a un peu évoqué la formation des enseignants tout à l'heure, en disant que voilà, il y a beaucoup de choses à faire, c'est vrai. Mais maintenant, les enseignants qui sont évalués au cours de leur formation, un des critères d'évaluation, c'est leur capacité à utiliser l'erreur comme outil d'apprentissage, comme forme d'apprentissage. C'est très difficile et ils essayent et ils sont testés là-dessus. Hein. Vraiment, on les questionne, on les interroge, on les met en condition de reprendre complètement leur pratique et de transformer leur pratique pour que justement elle autorise l'erreur et qu'elle l'utilise comme un outil d'apprentissage. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Donc tous les domaines disciplinaires sont concernés. Hein. Et la deuxième chose par rapport à l'altérité, alors la cuisine en effet est un support fondamental. Les écoles de la maternelle à l'université l'utilisent. Il y a de plus en plus de migrants qui arrivent dans les établissements scolaires, dans la société, et en fait les ateliers de cuisine, les moments de cuisine vont permettre
des échanges et la rencontre de l'autre, à la fois du côté de ceux, enfin des sociétés d'accueil, mais aussi des migrants qui vont découvrir la nourriture comme élément convivial, alors que dans certaines cultures, ce n'est pas du tout le cas. Et puis, des parents vont pouvoir venir dans les écoles, cuisiner et montrer ce que c'est qu'un curry, etc. Et il y a énormément d'échanges qui se font maintenant, qui utilisent la cuisine comme une découverte de l'autre. Tu voulais... Moi, j'ai beaucoup apprécié votre intervention. En plus, le fait que ça soit qu'une jeune génération, ça donne plein d'espoir. Je pense qu'il y a 2 points que je voulais relever qui me semblent très pertinents. Et comme je l'ai évoqué, il y a la notion d'altérité. Ça va plus loin dans ce qui concerne la cuisine et le goût. Alors, comme il n'a pas été dit, et comme je pense qu'il y a peu de chances qu'il vous soit dit, parce qu'il n'y a pas de physiologiste dans ce colloque, mais beaucoup de gens ignorent une dimension cachée du goût, au sens neurophysiologique, c'est que personne ne goûte pareil. Donc ça demande une grande empathie, c'est-à-dire une capacité à se mettre à la place de l'autre, et au fond on n'y arrive jamais, pour ressentir de la même façon que l'autre. Donc comme je ne peux pas ressentir vraiment ce que vous ressentez, je suis obligé de m'intéresser à qui vous êtes, à la façon dont vous mangez, etc., pour essayer d'approcher cette unicité de votre personne, cette individualité que vous avez. Donc il y a beaucoup de convergences culturelles sur l'alimentation, c'est ce qui fait nos patrimoines. Il y en a 0 du fait de notre génome. C'est une propriété des sens chimiques, qui sont le goût et l'odorat, qui sont intrinsèquement liés dans l'appréhension de l'alimentation. Donc on peut toujours produire des vocabulaires, ils seront que supplétifs en fait. Ils n'arriveront jamais à approcher à 100% de la sensation que chacun a. Donc c'est une vraie porte d'accès pour faire plein d'autres choses, pour essayer d'approcher ce que l'autre ressent. Et cuisiner, donc c'est le 2e point ensemble, c'en est une parce que ça mobilise et ça met en œuvre cette dimension essentielle de rapport à l'autre qui est ce partage qu'on a évoqué, de m'intéresser à la façon et de mettre les mains dans la pâte à côté de l'autre. Moi j'ai beaucoup travaillé dans le secteur du pain avec des gens qui travaillent dans 180 pays, qui ont formé des écoles de boulangerie il y a 25 ans avec des gens de tous les pays. Et à partir du moment où on cherche à comprendre la panification en Afrique depuis un fournil du nord de la France, on est vite transfrontalier et on parle technique boulangère par exemple. Et donc cette mise en œuvre du goût dans l'acte culinaire, elle est aussi vecteur de partage, de connaissance de soi et des autres. Donc là on touche des dimensions qui sont à la fois identitaires mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de développement de son identité, de sa personnalité. Et puis dans ce que vous disiez, je voulais juste relever, c'est qu'il n'y a pas un ingrédient donc on en met un autre, c'est juste ontologiquement l'essence même de la cuisine, quoi. C'est celle qu'on a perdue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin plus maintenant parce que les chefs se mettent à réintéresser. Là, il y a 2 ans, j'avais animé une table ronde sur le développement durable. Là, ici, mais au fond, il a fallu que je rame pour trouver les chefs qui sont vraiment impliqués là-dedans, quoi. Parce que depuis 2 ans, parce que c'est devenu un argument marketing. Alors que, si vous prenez les livres de cuisine, c'est la base même. Les bouillons sont faits de ça, les fonds de sauce sont faits de ça, de récupérer ce qu'on a pour ne rien perdre. Donc en fait, on est en train de réinventer l'eau tiède. Mais les enfants qu'on met à cuisiner ne se posent pas ces questions. Ils se disent, comme vous disiez, est-ce que ça se mange, est-ce que j'ai le droit de le jeter ? Voilà. Où est l'intelligence ? Moi, je pense qu'elle est là, tout bêtement. Donc, il faut y aller, quoi. Faut leur donner une chance, il faut leur donner un truc qui chauffe, un truc qui permet de faire des mélanges, des émulsions ou des trucs homogènes, qui permet aux profs de discuter ce que c'est le mot homogène. Tout est là. Oui, bonjour. Sylvain Chevalier, je suis responsable innovation culinaire pour un groupe qui fait de la restauration collective. Donc j'ai mis énormément de choses en place pour connaître le goût des enfants, parce que même si je suis un chef, je suis chef de moi-même et je ne sais pas ce que les enfants aiment ou n'aiment pas. Donc j'ai mis tout un protocole en place qui fonctionne maintenant depuis une dizaine d'années, où j'ai pris des claques. Sachez-le, puisque quand la diététicienne me disait « Sylvain, ce serait bien de faire manger des salsifis aux enfants », ce qui est génial, c'est qu'ils ne connaissent pas le salsifis. C'est bon signe, c'est votre droit à l'erreur à vous. Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai une interrogation et j'ai une question. Je suis là aujourd'hui, c'est la première fois. J'ai pas l'impression. Je pense que Jacques Puiset a vraiment inventé quelque chose qui fonctionnait, qui s'est un peu perdu. Aujourd'hui, on en parle. Je ne comprends pas à aujourd'hui pourquoi ce n'est pas une obligation. Alors,
je connais la réponse de par le coût, puisque moi, le premier, je suis impacté par les coûts des collectivités territoriales qui ne nous donnent pas grand-chose pour faire à manger aux enfants, parce qu'on pense que c'est pas important. Et quand il y a un souci de budget, on va taper tout de suite dans le budget des enfants, ce qui est regrettable, puisqu'on sait que quand ils mangent bien, ils travaillent bien. Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est mon interrogation. Et ma question, c'est qu'on a parlé de végétarien tout à l'heure, donc on est en plein dedans. Moi, je n'ai pas attendu la loi Egalim, hein, qu'on soit bien d'accord. Elle est là, on nous l'impose. Moi, mon combat au quotidien, alors j'espère que vous allez pouvoir me répondre, c'est que j'ai créé des plats complets végétariens qui répondent nutritionnellement à un enfant qui ne mange pas de chair animale, ni poisson, ni viande. La problématique que je rencontre aujourd'hui, c'est qu'on sert du végétarien des enfants qui mangent halal ou kasher. Parce qu'on ne veut pas, nous, restauration collective, se mettre dans le halal ou le kasher. Donc, on fait manger des plats végétariens à des enfants qui ne sont pas végétariens, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la même culture que la nôtre. Hein. Et j'ai même vu pire, c'est qu'aujourd'hui, certaines villes, pour éviter les ennuis, ont classé les enfants halal ou kasher dans le végétarien. Donc, ils ne mangent même plus de poisson. Donc, avez-vous une solution à m'apporter ou pas? Moi, à titre... non, pas vraiment, parce que c'est vraiment toute la complexification aujourd'hui du cahier des charges auquel vous êtes soumis en restauration collective. Et c'est vrai que faire manger de toute manière un repas végétarien à tout le monde ne pose pas de problème sur le plan nutritionnel. Hein. C'est pour ça qu'il a été d'ailleurs mis en œuvre. C'est une manière de revaloriser justement aux yeux de l'enfant le monde végétal comme pouvant procurer autant de plaisir que ce que procure le monde animal, c'est-à-dire une viande grillée, un rôti, mais on peut faire des choses délicieuses en mélangeant des céréales avec des légumineuses et on obtient des choses sur le plan nutritionnel très intéressantes. Après, pour des questions d'organisation des commandes, c'est peut-être vous concerter avec vos pairs et voir comment vous pouvez gérer... Oui, mais le problème est plus fort, je pense. Hein. Le problème n'est pas un souci de recette. Oui. Ouais. Le problème, c'est un souci qu'on impose aux végétariens des enfants qui ne sont pas. Oui, c'est une question presque politique. Mais c'est parce qu'on nomme ce repas comme étant végétarien. Mais vous-même, à la maison, il vous arrive certainement de manger un plat végétarien tout simple, qui sont des pâtes avec de la sauce tomate. Et ça, c'est tout simple. C'est parce que tout d'un coup, on l'a imposé comme étant un repas végétarien fortement étiqueté comme ça. Mais tout le monde déjà, quasiment, on peut regarder sa semaine de menu, on introduit des repas où la viande ou le poisson n'est pas systématiquement présent. Votre histoire, ça ressemble à... Moi, j'ai un fils qui ne mange pas de fromage. Pour quelqu'un qui s'intéresse au goût depuis 25 ans, c'est ma claque à moi. Et alors, donc, la solution que vous évoquez, c'est on l'en met dans la soupe pour pas qu'il le voie, quoi. Donc, c'est-à-dire trouver une espèce de consensus où tout le monde fait semblant de ne pas traiter le problème, quoi. Moi, je vais dire que la cuisine est intelligente, une recette, elle va être... Non, voilà. Voilà. Alors moi, ça va être. Il faut. Merci que personne ne tweete ça. Parce que c'est pas un propos réactionnaire. C'est si on parle d'intelligence en général, moi j'ai tendance à penser que les croyances et l'intelligence, c'est pas que c'est contradictoire, mais ça s'émulsionne mal, quoi. Disons que ça relève pas de la même chose. C'est-à-dire qu'on peut être croyant et intelligent, bien sûr, mais quand on vient discuter avec une approche scientifique de la foi, de la croyance, on voit bien que c'est un débat complexe, très complexe. Bon, là, pour moi, on est exactement là-dedans. C'est-à-dire qu'on fait semblant, c'est-à-dire qu'on donne les végétariens aux gens qui ne veulent pas manger végétarien, mais à qui on ne veut pas donner ce qu'ils veulent par rapport à des interdits alimentaires qui ne sont pas acceptables dans le champ public, éducateur. Donc ça, mais est-ce que le problème n'est pas d'amener les gens à se questionner, c'est pourquoi ils mangent selon leur foi, est-ce qu'ils sont limités à ça, et quelles que soient les foi, parce que moi j'intègre, pour moi, il y a des nouvelles régions alimentaires qui n'ont rien à voir avec les religions monothéistes. Le véganisme, quand ça devient violent, quand ça crée des conflits, c'est une forme de pensée religieuse, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas pourquoi, c'est comme ça. Donc le problème il est plus large, c'est-à-dire que quand on parle d'intelligence de la cuisine, c'est
amener l'enfant à éveiller chez lui le questionnement qui fait, mais finalement, pourquoi je mange ça? Ah bon, c'est parce que je suis croyant, ou parce que je respecte les animaux. Pourquoi? Qui est-ce qui me l'a appris? On peut développer cet esprit critique très tôt. Après, ça ne veut pas dire que ça résout votre problème de cuisine. Mais disons que ça ouvre peut-être un autre champ. Mais ça, c'est un problème citoyen. C'est-à-dire que éclairer les citoyens, c'est toujours mieux que confronter comment dire, se confronter aux croyances en les maîtrisant. On ne maîtrise jamais quelque chose qui traverse un individu d'une façon philosophique ou ésotérique ou spirituelle. C'est pas possible. Ça, donc, par contre, on peut s'attaquer à la réflexion à avoir une posture plus réflexive sur les pratiques, et ça touche tout. Ça touche la religion du terroir. Pour moi, l'alimentation n'est faite que de pensée magique, parce que mettre quelque chose en soi, ça représente un tel danger, une telle angoisse, qu'on est obligé de se raccrocher à un savoir stable. Celui que me donne la nutritionniste, la diététicienne, celui que me donne l'étiquette, celui que me donne Yuka, celui que me donne... Donc la question qui est là, c'est comment on fait pour, quand les gens le veulent, parce qu'on n'est pas là pour leur dire c'est complexe, donc sois pas con, gère la complexité, mais plutôt dire, si tu veux t'intéresser à cette complexité, il y a peut-être des possibilités, plutôt que juste zapper sur la nouvelle appli, qu'elle soit institutionnelle, qui réduit ton choix à quelque chose de binaire ou de 2-3 dimensions. Tu as le droit de faire marcher ton cerveau pour savoir ce que tu manges. Tu as le droit de regarder ce que tu manges dans ton assiette. Et ça, si on le démarre tôt, avec des enfants qui demandent qu'à jouer, qu'à partager, qu'à rencontrer l'autre, on peut régler des problèmes politiques. Je pense. Et en plus, on va régler des problèmes alimentaires, agricoles, et climatique. Alors, bon, je peux bien passer pour un fou, mais moi je le pense, sincèrement. Je pense qu'on est devant des enjeux où on a un outil absolument accessible, qui ne nécessite pas une grande mise en œuvre, et sur lequel je n'ai pas la réponse à votre question. Mais il y a des cheminements qui permettront que peut-être on arrête de vous emmerder dans vos menus, ou de vous donner l'impression que vous êtes faux cul dans la façon de faire des propositions. C'est un peu ça que soit je mens, soit je tourne le dos à la réalité sociale à laquelle je dois faire face pour rester dans un cadre institutionnel acceptable. Moi, voilà. Je pense que c'est un problème complexe, donc solution pas immédiate, parce que dès que quelqu'un vous donne une solution immédiate à un problème complexe, c'est un menteur ou un manipulateur. Et dans l'alimentation, il y en a des solutions toutes faites tout de suite. Voilà. Moi, j'avais une question. Les enfants, ils réagissent comment à ce repas végétarien ? Alors pour être très cash, je crée des plats complets végétariens et on met une chair animale avec, soit un poisson, soit une morceau de viande pour les enfants qui ne sont pas d'accord avec ça. Il y a des enfants qui, aujourd'hui, les enfants qui sont habitués à consommer comme ça chez eux parce que les parents ont été éduqués au goût et s'intéressent à ce que mangent leurs enfants. Moi, quand je fais mes tests convives et je pose la question aux enfants, je leur dis, mais vous mangez quoi chez vous? Je généralise, mais j'ai souvent des chips, des tacos. Vous les voyez à 16h de l'après-midi, ils bouffent un paquet de chips à la moutarde ou au vinaigre. Donc c'est horrible. Moi qui arrive avec mes recettes un peu innovantes, que j'ai travaillées avec eux, puisque je les ai questionnés, c'est pas simple. Donc les enfants ou les parents pensent que c'est bon pour la planète de ne pas manger de la viande ou du poisson tous les jours, et qu'ils l'expliquent aux enfants, pour moi ça va tout seul. Maintenant, l'enfant qui lui veut un morceau de viande ou un morceau de poisson, quoi qu'il en soit, il va rouspéter. Et il voudra avoir son morceau de poisson ou son morceau de viande. Voilà. Comme je vous l'ai dit, moi, les plats complets végétariens, c'est pas un problème. Ça fait 10 ans que je travaille dessus et je trouve ça bon puisque on leur fait découvrir des légumineuses, des céréales, des choses. Moi, il y a 10 ans, je parlais de quinoa, je parlais de boulgour, je parlais de blé, on me rigolait au nez. Les enfants me disaient non, mais hors de question. Et ça a beaucoup évolué. Alors, grâce à la télé aussi avec les chefs, je collabore avec Michel Saran et je peux vous dire que quand il vient avec moi dans une école, ça crée une certaine émulation et les enfants aiment bien. Donc, pour le coup, ça m'aide. Mais ce que les enfants ne mangeaient pas il y a 10 ans, comme le quinoa, le boulgour ou blé, là, ça marche. Des morceaux de fruits dans les gâteaux, avant, ils l'évacuaient. Maintenant, ils me disent « Ah, il n'y en a pas assez ». Donc, voilà. Oui, c'est une tendance, c'est sûr. Oui, c'est pas vraiment une question et ça fait un peu flop après tout ce qui a été brassé. Merci d'annoncer à l'avance. Comment ? Oui. Simplement, je voulais me questionner sur tout ce que vous avez dit pour développer l'intelligence
sur le rapport pédagogique, et en particulier dans l'institution scolaire, puisque un des problèmes de l'éducation au goût et pas l'échec, mais de la régression des classes du goût, c'est bien un problème de relation à l'intérieur, il faut le nommer, de l'éducation nationale, de mettre en œuvre quelque chose qui est périscolaire, enfin, qui ne correspond pas à la pratique éducative de transmission de connaissances. Et je pense qu'il y a deux questions que soulève la cuisine et tout ce que vous avez raconté en préalable. C'est premièrement le rapport au savoir ou à la connaissance, au savoir-faire. Arrêter de désacraliser la connaissance scientifique avec 3 grands S qui justement conduit à des évaluations en termes d'erreurs, alors que la construction du savoir, y compris scientifique, c'est une construction collective qui a droit à l'erreur. Mais enfin, on n'a pas le droit de publier des publications avec des résultats négatifs, parce que ça, c'est horrible. Il faut que des trucs statistiquement significatifs, etc. Donc c'est déjà, dans la pratique même de la recherche académique, il y a déjà des problèmes de reconnaissance de ce qu'est le savoir et la construction collective du savoir. Et ce qui est intéressant dans tout ce que vous avez dit, c'est que la cuisine impose une élaboration collective et un rapport différent aussi entre l'adulte et l'enfant. Et que l'adulte n'est pas détenteur d'un savoir qui déverserait sur la tête de l'enfant de manière docte et éventuellement autoritaire, mais participe à la construction avec l'enfant d'une connaissance et dont il s'enrichit de la connaissance que l'enfant a de ce que lui ne connaît pas. Et je crois que ça, c'est tout à fait fondamental, mais qu'il y a beaucoup de boulot à faire pour instaurer ça dans l'école, ce qui n'est pas facile, parce que c'est quand même un rapport inégalitaire. Donc l'enseignant est quand même dans un rapport inégalitaire à l'enfant. Il en sait moins que l'enfant, et il doit amener l'enfant à accepter et à intérioriser aussi des normes sociales. Et donc la différence entre la norme et la créativité est aussi une question problématique. Donc je pense que la cuisine, elle met en jeu des tas de choses qui sont difficiles, complexes, vous l'avez dit, et qui mettent en jeu des relations fondamentales entre les individus. Une petite réaction, c'est vrai que je dirais que l'intérêt de la cuisine, c'est que d'une certaine manière, elle développe 3 types de savoir. Vous avez un savoir technique. Voilà, faut cuire, comment on maîtrise les températures, comment on coupe, comment voilà. Bon, il y a des choses très précises, des gestes qui sont difficiles pour les enfants en termes de maîtrise. Donc, plus ils sont petits, plus il faut les accompagner, mais ils vont y arriver. Donc, savoir technique. Il y a des savoirs notionnels. Je parlais du cru, du cuit, du rapport à les quantités. Enfin bon, il y a les couleurs, les saveurs, etc. Et la connaissance des aliments, parce que c'est vrai que je suis passée dans une école maternelle il n'y a pas très longtemps, et les enfants avaient des icônes pour. Et en fait, comme ils n'avaient jamais vu les fruits et les légumes, une icône de citron, pourtant c'est assez, enfin pour nous, et pour l'enseignant, ça lui paraissait significatif, mais l'élève, voilà, il ne reconnaissait pas. Il y avait des pommes, il confondait avec la tomate, voilà. Donc simplement la connaissance de ces éléments-là, c'est important. Et le troisième savoir, il est culturel. Dans la mesure où je parlais d'altérité tout à l'heure, le rapport à la nourriture, à la cuisine est très différent en fonction des cultures. Et puis bon là, je montre cet artiste qui parle du maroilles, on parle de terroir, etc. Donc la culture et l'alimentation sont absolument inséparables. Ça développe en fait une approche de l'identité. Donc ces 3 savoirs-là sont absolument fondamentaux et c'est bien que l'institution en ait conscience parce qu'actuellement, c'est pas trop en effet le cas.
Et la question est peut-être de remettre en cause cette hiérarchie très, très française aussi entre les fondamentaux et les apprentissages, enfin les domaines dits secondaires. Dans d'autres cultures, on n'a pas cette classification. Mais bon, en France, voilà, il y a cette prégnance du rationnel et puis il faut conceptualiser. Alors que le passage par le sensible et tous les domaines qui utilisent le sensible, je ne parle pas seulement de la cuisine, mais les arts, mais aussi la poésie ou autres, vont être mis de côté. Moi, je tenterai, Daniel, un petit élément de réponse double. D'une part, c'est le problème du statut de l'alimentation et de la cuisine dans le champ des savoirs sur les 30, 40, 50 dernières années, quoi. À partir du moment où c'est plus intégré dans la vie réelle, dans bien de sciences, enfin la sociologie de l'alimentation, l'histoire de l'alimentation, ça te mettait au banc de ta section, comment on dit, oui, c'est les sections universitaires pendant très longtemps. Ça a complètement changé maintenant c'est devenu tendance, etc. Bon, et ce que j'ai évoqué au niveau des chefs, ça reste vrai, c'est-à-dire que la génération des 40-50 ans, ils n'ont pas été formés dans une époque où c'était valorisant d'apprendre la cuisine. Donc maintenant, il y a une espèce de retournement de situation où ils sont starisés, où presque quand vous invitez un prix Nobel sur scène, le chef est plus connu, donc il a toujours le sentiment que c'est pas lui l'intellectuel, mais il a bien compris que c'était quand même lui qui avait la main qui faisait venir le public, quoi. Donc peu importe. Donc on a ce problème de hiérarchie des savoirs et on loupe quelque chose parce que dans la cuisine, il y a deux choses qui me semblent essentielles. D'abord, c'est que c'est tout à fait parallèle comme protocole à la méthode scientifique. Essais, erreurs, recyclage. Le protocole est le même, quoi, je veux dire. Même si dans l'enseignement professionnel, il n'est pas du tout ça, il est procédural. Bon, sauf, on a même dissocié la phase créative enfin, ça évolue quand même, mais globalement, on a longtemps dissocié. Il y a enfin, c'est comme l'atelier de Rodin, quoi. Il y a Rodin, Camille Claudel, et puis les autres, on ne sait plus qui c'est juste enfin, j'y connais rien, mais c'est l'idée que je m'en fais, en tout cas. Bon, c'est suffisant. Donc, en dehors de cet aspect-là de la cuisine qui est en train de disparaître, parce que les jeunes chefs, ils n'ont pas envie de cuisiner comme ça, quoi. Ils ont envie d'un cuisinier dans la société, c'est là l'espoir. Je parle l'espoir, c'est les enfants et les jeunes chefs. Ils ont envie de faire autre chose, ils n'ont pas juste envie de faire du fric ou de passer à la télé. Il n'y a plus la place à la télé, on va les oublier, ils sont tellement nombreux. Donc je pense qu'il y a un espoir là. Mais si on enlève cet enseignement professionnel, on a tout à bâtir sur qu'est-ce que c'est un aliment, est-ce que ça se cuisine, d'où ça vient, quelle est la part de physiologie à connaître, quel est l'aspect... Il y a des voies qui ont été un peu explorées de façon très parcellaire, avec Thysse, etc. Mais c'est resté comme le classe du goût, c'est resté à la formidable voie ouverte, à la formidable promesse, et on va pas au bout parce qu'on ne prend pas conscience que, à la fois, c'est tout comme la science et c'est très intéressant, alors que c'est beaucoup plus concret, ça parle beaucoup plus de gens. Et puis deuxièmement, c'est à la fois là, 2 fois, 3 fois par jour, sur notre table, avec nos enfants. On peut en parler, on ne sait pas en parler, on ne sait pas comment les empêcher de bouffer des choses qu'on trouve dangereuses. On ne réfléchit même pas si c'est dangereux ou pas. C'est pas dangereux un McDo en soi. Tu vas pas te tuer avec un McDo. Et ils sont bien meilleurs maintenant qu'il y a 20 ans. Hein, il faut faire super size me. Et puis des fois, tu vas acheter un truc au magasin bio, tout bien, etc. C'est en train de foutre en l'air une population, la production... local et de changer de mode de consommation d'un pays tout entier, quoi. Donc on a des trucs, c'est à la fois là mais on réfléchit pas et c'est partout dans le monde avec des enjeux. Donc voilà. Moi je pense quand même que là on a à la fois méthodologiquement une vraie raison de s'amuser. Parce que là, je suis un peu crispé parce que je trouve ça important, mais c'est juste. Je veux dire, les chercheurs, ils ont autant, dès qu'on les met avec un chef, moi j'ai fait des duos chef-chercheur, etc., dès que vous les mettez là, ils sont comme des gamins, ils ont envie de s'amuser, etc. Et le chef, il a envie d'apprendre. Il faut juste dire, bah non, on n'est pas dans ce rapport dialectique-là, on est dans un rapport d'intelligence collective. Donc on va faire des choses ensemble. Et on va produire de l'intelligence ensemble. Et les enfants, eux, ils savent faire naturellement ça. Ils se disent pas, ah bah toi, tes parents sont chefs. Non, ils s'en foutent, je pense. Et, on fait un truc, ah ouais, c'est bien, qu'est-ce qu'elle a dit, la maîtresse ? Voilà. Et s'il n'y a pas une maîtresse qui leur dit, non, ça c'est sucré, tu t'es trompé, ou qui leur dit, non, c'est pas bien, la refait parce que la cuisson n'est pas bonne, bah, à la fin, il y a toutes les dimensions qu'on a évoquées.
Et le vrai résultat, il est caché. C'est qu'ils auront intégré en eux la capacité à déployer l'intelligence sur cette... Il faudra expliquer que c'est important. C'est pour ça que, par exemple, Tadei fait dans son truc, ils font toujours des congrès. C'est-à-dire qu'une fois que les instituts ont mené toute l'année, ou même il n'y a pas que les instituts, il y a les profs de collège, ont mené toute l'année un programme en temps supplémentaire de leurs heures ou dans le cadre du programme, ça dépend comment ils sont malins. À la fin, les enfants font des fois des clips de rap, des trucs. Ils vont présenter les résultats de leur démarche scientifique, même s'ils ont juste regardé comment marchait un escargot ou fait un robot. Donc vous imaginez le levier d'intelligence que ça crée. Donc c'est ça qu'il faut appliquer à la bouffe. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Oui, c'est l'heure. Voilà. Donc, je me tais et je m'autorise à conclure en vous remerciant pour votre présence et en espérant qu'on aura stimulé le débat sur le sujet. Merci encore.